à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler du Sénat et de son utilité. C'est très facile de taper sur le Sénat. On dit ça coûte trop cher, c'est que des vieux, donc ils sont pas représentatifs de la France actuelle dans toute sa diversité. C'est long, c'est lent, ça ralentit le processus puisqu'il faut que ça soit l'Assemblée nationale qui vote et le Sénat, et potentiellement il y a des va-et-vient, donc ça ralentit le processus de loi. Ça fait doublon avec l'Assemblée nationale, clairement. Donc le Sénat ne sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on le garde. On devrait le supprimer. Et ça, on l'entend régulièrement, ça revient sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que le Sénat est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on devrait le conserver? On l'a pas inventé comme cela. Quand on a inventé les républiques, quand on a réfléchi au système que l'on voulait mettre en place, on s'est pas dit tiens, on va mettre 2 chambres et c'est comme ça c'est plus fun, le pouvoir législatif sera divisé en 2. Non, c'est pas comme ça une volonté d'une personne qui s'est dit hé, je me suis levé ce matin et on va faire ça, je le sens bien. Non, clairement. Si on a fait ça, c'est qu'il y a des raisons derrière, et il y a notamment une tendance politique, des concepts, etc. Et séparer le pouvoir législatif en 2 chambres, une chambre haute et une chambre basse, ça s'appelle du bicamérisme. Le bicamérisme, voilà, c'est le Parlement, donc celui qui détient le pouvoir législatif, donc de faire les lois, est divisé en 2 chambres. Et ces 2 chambres vont devoir se concilier, se concerter, faire des compromis, et arriver à se mettre d'accord pour qu'au final on ait une loi des plus mesurées qui satisfait le plus de monde, que ce soit à la fois la chambre basse et la chambre haute. Et le bicamérisme, c'est pas un truc franco-français, c'est un système politique qui est utilisé massivement dans les pays du monde. Je vais mettre ici une petite carte, et la carte c'est tous les pays en bleu utilisent le bicamérisme, et on peut voir que c'est essentiellement utilisé dans la plupart des pays démocratiques. Alors je ne dis pas que ceux qui sont orange et qui sont donc en monocamérisme sont des dictatures ou des trucs comme ça, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, je note qu'effectivement certains régimes autoritaires ont plus tendance à être en monocamérisme qu'en bicamérisme. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. L'avantage du bicamérisme, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule lecture de la loi, il n'y a pas une seule chambre qui décide, et une fois que c'est fait, c'est terminé. Ici, il va y avoir des députés qui vont aller réfléchir, vont vouloir amender, et ensuite il va y avoir une autre chambre qui va regarder le résultat du travail des députés et qui va potentiellement lui aussi modifier, amender la loi. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi? Est-ce que ça ne fait pas doublon? Ça dépend, puisque tout simplement les conditions dans lesquelles sont votées les lois, sont élus les membres de ces différents collèges, sont différents. Notamment, l'Assemblée nationale est beaucoup plus sous la pression des projecteurs, sous les pressions de la presse et sous la pression de l'exécutif ou du pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme le montre l'article 45 de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui votera en dernier ressort. Quand il y a un conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement peut faire appel à une commission mixte, donc il va y avoir des députés et des sénateurs qui vont essayer de faire un texte ensemble, qui va être proposé aux 2 chambres sans la possibilité d'amender. Soit il l'accepte, soit il l'accepte pas, et s'il ne l'accepte pas, quoi qu'il arrive, ce sera la version décidée par l'Assemblée nationale qui passera. Donc forcément, comme c'est elle qui a le dernier ressort, on va dire, forcément toute la pression, toute l'attention, tout ce qui compte, c'est l'Assemblée nationale. Sauf qu'il faut savoir que tout ce processus est assez long. Il faut que le gouvernement décide de mettre une commission mixte, il faut qu'une commission mixte travaille sur le texte, ensuite il faut que les 2 chambres ne soient pas d'accord, et ensuite il faut que ça soit l'Assemblée nationale qui vote en dernier ressort. Dans la plupart des cas, c'est quand même mieux de laisser les chambres se mettre d'accord entre elles et de voter un texte commun, donc c'est-à-dire que les 2 chambres votent le même texte à l'identique. Et c'est ce qui est fait dans la majorité des cas. Mais voilà, derrière, toute la pression porte sur l'Assemblée nationale. Et justement, le Sénat est plus, on va dire, une soupape de décompression. Si vous regardez les débats à l'Assemblée nationale sont vraiment mouvementés, c'est féroce parfois, hein, c'est violent. Alors que au niveau du Sénat, les débats sont quand même bien souvent plus apaisés.
Et bien qu'ils sont politisés, évidemment, ils sont souvent moins vigoureux, on va dire. Donc voilà, on a des débats un peu plus sereins. Ils ont beaucoup plus de temps que les députés, donc ils ont plus de temps pour étudier, voir les problématiques, voir potentiellement ce qu'ont loupé les députés, voir potentiellement, il faudrait préciser ce petit cas-là, parce que sinon, eux, ils se sentiront lésés. Voilà, le but, c'est justement qu'ils ont plus le temps d'analyser les textes, plus à prendre du recul et à lire à tête reposée, plus que l'Assemblée nationale, qui est vraiment l'enjeu, donc on veut aller vite, etc. Le Sénat normalement est plus modéré et va essayer justement d'apporter des solutions qui permettent dans une seconde lecture d'améliorer le texte et ainsi potentiellement de rebalancer le texte à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale peut voter à l'identique ou alors refaire des modifications et on continue le va-et-vient comme précédemment. Mais voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas juste une seule lecture, pas juste un seul organisme, potentiellement les deux chambres peuvent être d'orientation politique différente, donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une certaine mesure et avoir une loi qui arrive à satisfaire un maximum de personnes, ce qui ne veut pas dire qu'on y arrive, mais c'est l'idée. Vous allez me dire, ouais, mais enfin là tu me dis, ok, il faut une deuxième lecture, parce qu'on ne va pas laisser qu'un seul organisme, mais enfin, le dit organisme, c'est presque 500 députés avec des partis différents, donc je pense que la diversité de points de vue, elle y est présente déjà à l'Assemblée nationale, donc clairement le Sénat, il fait doublon. Alors oui, mais non, parce que les intérêts et leurs représentations sont différentes. Je m'explique. L'Assemblée nationale représente le peuple français. Les députés représentent les gens de leur circonscription et le peuple français dans sa globalité, mais c'est les personnes, ils sont là pour représenter le peuple français. Mais l'État ce que vote l'État, ce que décide l'État, la loi, ne s'applique pas uniquement qu'aux personnes, elle s'applique également aux collectivités locales. C'est-à-dire les régions, les départements, les métropoles, les villes, les communes, enfin les collectivités de communes et tout ça. Tout ce qu'on appelle les collectivités locales. Quand on a eu par exemple la loi sur la réforme scolaire, où ça a impliqué des coûts pour les mairies. Donc on voit bien que les décisions de l'État s'imposent et s'appliquent et peuvent impacter durablement les collectivités locales. Et dans ce cas, ça paraît logique que les territoires, à l'instar du peuple français, soient également représentés dans le processus législatif. Et c'est exactement le rôle du Sénat. L'article 24 de la Constitution le dit clairement, le Sénat est là pour représenter les collectivités locales. Et c'est pour ça que le mode de scrutin des élections sénatoriales, ce n'est pas un scrutin direct. Ce n'est pas le peuple qui vote les sénateurs, mais les collectivités locales, les grands électeurs, c'est-à-dire les maires, les conseillers, que ce soit généraux, départementaux ou régionaux, c'est toutes ces personnes qui représentent les territoires. Alors on est d'accord, toutes ces personnes ont été élues par le peuple pour gérer le territoire, donc indirectement c'est le peuple, mais clairement lorsqu'elles votent pour les sénatoriales, ils sont là pour voter au nom de leur territoire. Moi, quand j'ai voté pour les sénatoriales, j'ai voté au nom de Pierre Bénite, parce que c'était le territoire que je représentais. Donc, clairement, leurs visions ne sont pas forcément les mêmes, et ils ne représentent pas forcément les mêmes personnes. Et si on supprimerait l'Assemblée nationale, clairement, on dit, les départements, les régions, etc., vous avez leur liberté de gestion, c'est formidable, par contre, vous n'aurez aucun levier sur la décision de l'État. Par contre, tout ce que décidera l'État, ça vous impactera à vous. Non, ça serait pas logique. Ils ont le droit à une certaine représentativité, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire, comme le peuple français a le droit de s'exprimer à travers ses députés. Et il faut savoir quand même que, notamment lorsque le président n'est plus là, lorsqu'il y a une vacance de la présidence, eh bien, c'est le président du Sénat qui prend le rôle de président, enfin qui occupe la charge quotidienne en attendant qu'il y ait une nouvelle élection. Un vice-président ou un président par intérim, quand le président n'est plus là, eh bien c'est le président du Sénat. Donc le président du Sénat est la deuxième personnalité de la République. C'est ce qui est arrivé notamment lorsque De Gaulle est parti et quand il y a eu Pompidou, je crois, qui est mort. Et ben c'était Alain Power qui a pris la présidence en étant président d'intérim parce qu'il était président du Sénat.
c'est le deuxième personnage de la République. Par contre, dans la préséance, c'est-à-dire dans l'ordre protocolaire, lorsqu'on annonce les personnes, etc., il est le troisième. En deuxième, on a le Premier ministre. Mais quand le président n'est plus là, soit par démission, soit parce qu'il meurt, malheureusement ça arrive, eh bien ce n'est pas le Premier ministre ou les trucs comme ça, non, c'est le président du Sénat. Donc le Sénat est une chambre relativement importante au sein de notre République. Et il faut savoir aussi qu'elle est relativement indépendante du point de vue du pouvoir. Je m'explique, lorsqu'il y a des tensions avec le gouvernement ou avec le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc clairement, quand il y a des tensions, etc., le pouvoir, la présidence, a des moyens de pression sur l'Assemblée nationale. Elle n'est pas d'accord, pouf, il la dissout, il en refait une autre, et bon, il espère que ça soit plus à son avantage cette fois, et voilà. Et potentiellement sa voix passera, ou pas. On se souvient de Chirac qui a voulu dissoudre l'Assemblée et qui s'est retrouvé du coup avec une cohabitation. C'est un coup de poker, hein, on tente et puis... Mais il a quand même ce pouvoir, qui est quand même un pouvoir de pression, parce que quand vous êtes député, et donc vous avez votre siège, vous avez votre rémunération, votre emploi, etc., et on vous dit « Ah ouais, non, mais si tu continues à voter contre, moi je te vire. » Alors peut-être que tu seras réélu, mais en attendant, tu quitteras ton emploi et on verra. Ouais, ça peut convaincre certaines personnes. Alors qu'au Sénat, c'est pas possible. Le Sénat ne peut pas être dissous. Il n'y a pas de pression politique de la présidence, de l'exécutif. Le Sénat va continuer sa fonction sans pouvoir être en totale indépendance, on va dire. Voilà en tout cas le rôle du Sénat, c'est vraiment représenter les collectivités locales, apporter un certain recul, voilà, être une soupape de décompression pour pouvoir plus étudier le texte en profondeur et plus longuement que l'Assemblée nationale. Et puis voilà, elle n'est pas là pour empêcher de tourner en rond. C'est très rare qu'on arrive à des solutions où il faut une commission mixte et au final où c'est l'Assemblée nationale qui décide de jure, on va dire. Là, c'est souvent des débats, des allers-retours certes, mais souvent ils finissent par se mettre d'accord. Donc c'est vraiment pas là un organisme qui est là pour emmerder le monde en fait, voilà, j'ai envie de dire. Non, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et on me dit ouais mais c'est long, ça fait doublon, ça fait des allers-retours, etc. Oui, enfin si vous voulez, on peut même rendre le pouvoir législatif au gouvernement, on enlève le Parlement, ça coûtera moins cher, ça sera beaucoup plus rapide, le gouvernement il fera que des décrets, du coup, et puis voilà. Ça irait beaucoup plus vite. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que plus rapide ne veut pas forcément dire mieux. Donc voilà, c'est plus lent, oui. Oui, c'est plus lent, mais c'est utile, ça permet d'approfondir, de faire un texte mieux. Ou en tout cas qui satisfait le plus de monde. Voilà à quoi sert le Sénat. Donc non, pour moi, ce n'est pas juste pour balancer du fric et pour certains privilégiés. Non, non, c'est vraiment que ça a un rôle important au sein de la démocratie. Et donc, pour moi, le Sénat a toute sa place dans notre République. Donc merci, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur le rôle du Sénat, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.